Bonjour à tous, bienvenue à ce 207e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, Yvan Cournoyer, en compagnie de Nicolas Lapointe et de Daniel Tremblay, qu'on va vous présenter sous peu. Donc, soyez les bienvenus, soyez bien installés pour la prochaine heure. Donc, on vous invite à poser des questions à nos invités et vous allez voir, on a du beau contenu encore une fois à vous livrer. Donc, sans plus tarder, je vous présente Nicolas Lapointe, investisseur immobilier québécois, floridien. euh, qui se remet d'un triathlon qu'il a fait en fin de semaine. Donc, salut Nicolas et salut Daniel Tremblay, pas investisseur, mais courtier immobilier sur la côte ouest, donc spécialisé dans la région de Tampa et les alentours. Donc, salut Daniel, salut Nicolas. Salut Yvan, salut Daniel. Salut les gars. Good, good. Hey, merci d'être là, les boys, de partager en fait vos connaissances, vos trucs et toute l'information qu'on doit savoir pour investir en Floride, parce qu'on sait que c'est complètement différent de l'investissement québécois. Donc, merci d'être là. Peut-être vous présenter d'entrée de jeu pour que les gens vous connaissent. Donc, peut-être commencer par Daniel. On va garder Nicolas pour la suite. Daniel Tremblay. Oui, alors courtier immobilier sur la côte ouest de la Floride depuis bientôt 16 ans. J'habite dans un coin qui s'appelle Lakewood Ranch. Vous regarderez ça si jamais vous ne connaissez pas ça. C'est dans la ville de Bradenton. Donc, moi, je couvre, si vous voulez, Saint Petersburg, Tampa, Sarasota, Bradenton. En fait, c'est le plus beau coin. Je couvre le plus beau coin de la Floride. Je suis vraiment chanceux. Excellent. Merci d'être là. J'ai hâte de voir ça et de passer la semaine ensemble du 10 au 14 novembre. On va en parler tantôt. Donc, merci d'être là, Daniel. Nicolas. Oui, Nicolas Lapointe, ça me fait plaisir d'être là. Je suis investisseur immobilier au Québec. Ça fait 21 ans. Et puis, depuis 10 ans que j'investis aussi en Floride. Donc, c'est la raison pour laquelle je porte le chapeau floridien du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Excellent. Merci d'être là. Puis j'ai souligné en fait ton triathlon, mais bravo pour cet exploit Oui, parce que c'est pas tout le monde qui va se clencher ça. Des 10 km, je pense, de course, 40 km de vélo, puis de la nage là-dedans. Ben, écoute, c'est un triathlon duathlon. Fait que c'est 3 épreuves, course, vélo, course. Donc, il n'y a pas de nage. Donc, la nage a été remplacée par une autre course. Donc, au total, c'est 15 km de course mêlé à un 40 km de vélo. L'année passée, je courais en Floride au mois de novembre, ça fait juste 10 mois. Avec une de mes meilleures amies. J'avais de la misère à la suivre pour faire un 3 km ou un 4 km. Le cœur voulait me sortir du corps. J'aurais jamais cru être capable de faire un 15 km 10 mois plus tard. Puis, ben voilà, c'est fait, c'est accompli. Fait que non, je suis bien content. J'avais l'air d'un gars qui marche avec une marchette à matin en me levant, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Puis, heureusement que le bain de glace est là, ça aide à passer au travers. Good. Un gars qui réussit aussi bien en immobilier que dans le sport. Bravo. Donc, messieurs, je ne sais pas si vous avez ciblé dans le chat des questions des gens, sinon je vais le faire pendant que vous allez nous parler peut-être du pourquoi. Pourquoi investir en Floride? Ce serait bon de ce temps-ci. Donc, je vais vous laisser la parole, savoir qui va commencer. Si vous voulez bonifier aussi, il n'y a pas de problème. Donc, Nicolas ou Daniel, pourquoi qu'on investira en Floride ces temps-ci? Parce que là, on entend beaucoup de choses aussi, par rapport au boycott américain, qu'on ne devrait pas aller aux États-Unis et tout ça, mais pourquoi, d'un point de vue investissement, ça pourrait faire du sens? Ben là-dessus, Vas-y, Daniel. Vas-y. Ce que je dis souvent aux journalistes, si tu veux, qui me posent des questions, qui m'interviewent là-dessus, que ce soit à la télé ou peu importe, c'est que je leur dis toujours qu'il y a juste une Floride en Amérique du Nord. Puis c'est l'endroit qui fait le plus chaud durant l'hiver. Quand on regarde au mois de janvier, février, là, il y a juste la Floride qu'on est dans les 18, 20 et plus, puis le reste, c'est les fronts froids, puis c'est l'hiver. Donc, est-ce qu'on choisit de rester chez nous puis passer l'hiver au Québec? C'est un choix. Et puis, si on est habitué de venir en Floride, de passer un hiver comme on est habitué de le faire en Floride, c'est-à-dire confortable, à faire des sports d'été, je pense que c'est ça qui va gagner. Je pense que le mois de février ne gagnera pas. Je pense que c'est la Floride qui va remporter. Et puis, comme investissement, ben, ça répond aussi, c'est que l'attrait est encore là. L'attrait est encore là pour venir au soleil, que ce soit pas seulement du Québec, parce que des gens qui vont acheter, exemple, un Airbnb, une maison, là,
pour louer. Mais ce n'est pas juste les Québécois qui vont louer, là. C'est des Américains, c'est des Européens, c'est d'autres, c'est l'Amérique du Sud, les gens qui viennent. Donc, oui, parce que la Floride aura toujours un attrait, malgré ce qui se passe politiquement, la Floride appartient à tout le monde, puis le soleil appartient à tout le monde, dans un sens. Puis aussi, présentement, c'est un gros marché d'acheteurs. On en parlera tout à l'heure, là. Je vais avoir des chiffres, des stats là-dessus, mais moi, c'est mon point de vue là, pour la Floride. Pourquoi c'est encore bon? Nicolas? Bien, ce qui est le fun, c'est qu'avec les tarifs douaniers qui ont été instaurés là, avec Trump, les Américains ont peur de voyager à l'extérieur du pays. Moi, je suis allé en Europe il n'y a pas longtemps. On le sent, même les Européens le sentent. Les Américains ont un petit peu peur de voyager à l'extérieur, principalement au Mexique. Il y a beaucoup moins d'Américains qui vont au Mexique. Donc, où est-ce qu'ils vont quand ils ont besoin de soleil? Bien, ils s'en vont en Floride. Puis moi, je vois tout de suite l'impact sur les prix des locations parce que j'ai des maisons en location court terme en Floride et on doit augmenter les prix de location. Donc, la rentabilité augmente. Donc, l'effet politique, l'immobilier s'en sort toujours gagnant à quelque part. Ça fait 20 ans que je suis en immobilier, puis c'est toujours ça. Quand il y a une crise à quelque part, il y a tout le temps quelque chose que l'immobilier va rechercher. Bien là, c'est ça. Au niveau des locations, il y a une demande qui est là, qui augmente, et ça augmente la rentabilité sur les projets Airbnb en Floride en ce moment. Donc, c'est une belle période. Et ce qui est le fun, c'est que, oui, le marché présentement baisse, l'inventaire augmente. C'est incroyable. Je parle à des courtiers à toutes les semaines. Ils me disent qu'ils reçoivent des appels, pas d'acheteurs, des appels de vendeurs. Les vendeurs sont motivés. L'inventaire augmente sur le marché à une vitesse folle et ce qui fait que les vendeurs sont très motivés. Donc, c'est des belles opportunités pour les acheteurs. Et ça, je crois que c'est un des meilleurs moments pour acheter depuis la crise qu'on a connue en 2008 et 2010. Ça ne s'est jamais vu, là, une crise comme un genre d'augmentation d'inventaire aussi rapide. Donc, c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment, le timing pour acheter est vraiment incroyable pour quelqu'un qui cherche un pied à terre depuis quelques années en Floride. C'est vraiment un excellent timing. Et aussi, le fait que d'avoir un pied à terre avec un petit projet d'Airbnb ou de location court terme ou long terme, c'est le fun de ne pas avoir de décalage horaire. Quand on va en Floride, exemple, j'ai déjà pris un vol à 7 heures le matin. À 7 heures le matin, et là, à peu près vers 11 heures moins quart, ben, j'étais dans ma piscine. Donc, quand on s'en va en Europe, on prévoit une journée de transport. On s'en va en Asie, ben là, c'est encore plus. Donc, c'est le fun d'avoir un chalet dans le sud l'hiver pour profiter de notre actif immobilier, notre investissement immobilier, d'aller voir un peu comment ça se passe. Donc, on peut y aller en voiture aussi. Tu sais, on peut prendre son char, puis on peut descendre en Floride. Alors, on ne peut pas faire ça au Mexique, on ne peut pas, dans des autres pays, donc avoir sa propre voiture. Donc, on peut y aller, tu sais, en RV, on peut y aller en voiture, on peut y aller en avion. Juste pour aller dans ta lancée là, de statistiques, là, je vais vous parler des comtés de Sarasota, qui est un gros comté, et le comté de Manatee. Manatee, c'est où est l'île Anna Maria, la ville de Bradenton, tout ça. Dans les 7 derniers jours, il y a eu 6492 nouveaux listings. Je répète, 6492. Dans les 7 derniers jours, il y a eu Ça, je n'ai jamais vu ça depuis que je fais de l'immobilier. 10 268 baisses de prix. C'est-à-dire, c'est énorme, là. 10 268 baisses de prix. Ce que ça veut dire, c'est que les gens, les acheteurs, les vendeurs ne vendent pas. Et là, sont prêts qu'un bien, ils baissent. Puis non seulement ils baissent, c'est que même s'ils viennent de baisser, exemple, de 25 000 $ sur une propriété de 500 000, ben, ils vont vouloir vendre. Donc, il y a encore de la place à la négociation. Donc, là, je l'ai en statistique fraîche de ce matin, là, depuis une semaine. Puis des baisses de prix comme ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Là. Même, en 2008, il y a eu un crash, puis ça a baissé 30-40% d'une shot pratiquement. Quasiment overnight, là, en dedans de 6 mois. Mais là, à tous les mois, ça baisse.
Sauf que je remarque que depuis 2 mois, peut-être, ça ralentit beaucoup. Là. La baisse, là, je la sens plafonner un peu. Donc, un peu pas mal même. Donc, on a eu des grosses baisses l'année dernière et les 6 derniers mois d'avant, mais là, ça ralentit, mais ça baisse encore. Donc, c'est le temps d'acheter, c'est le temps de faire une offre agressive, puis d'aller chercher le maximum de réduction de prix là, présentement. Partout en Floride, hein, pas seulement du côté ouest. Là. Excellent, ben merci, ça met bien la table, ça répond bien à la question. Donc, timing excellent là-dessus. Puis, on avait une question de Michael Gauthier à midi 10 qui demandait est-ce que c'est compliqué de trouver des compagnies de gestion en Floride pour gérer du Québec? Parce que là, on parle de prendre notre char, puis d'aller là-bas, puis de prendre la voiture, puis de. On n'est pas toujours en Floride. Oui, c'est accessible et facilement, on peut y aller rapidement, mais ça reste loin par rapport à un investissement au Québec. Donc, compagnie de gestion pour nous aider là-dedans, Nicolas. Nicolas ou Daniel? Ben, c'est très facile. Si on regarde, je vais prendre par exemple une situation un peu à part, exceptionnelle, l'île de Anna Maria. Ceux qui regardent présentement, là, si vous ne connaissez pas ça, là, faites un Google, île Anna Maria Island, puis allez voir la beauté des plages et cette île-là exceptionnelle, on dirait une île dans les Caraïbes. Cette île-là, à peu près 75% des propriétés sont en gestion Airbnb. Donc, il y a beaucoup de compagnies de gestion qui vont se faire un plaisir et vous pourrez négocier votre frais, votre pourcentage, de prendre en charge votre propriété, que ce soit un condo, une maison, peu importe, et qui vont s'occuper, si vous voulez, du ménage, de remplacer une ampoule qui brûle, pour ne pas recevoir un appel à toutes les semaines parce qu'il y a eu quelque chose dans votre investissement, dans votre propriété. Donc, aucun problème. On s'en parlera durant la semaine pour ceux qui vont venir en Floride et on en parlera, puis je vous donnerai des noms, là, plusieurs noms de compagnies. OK. Toi, Nicolas, ça se passe bien aussi avec les compagnies de gestion? Peu importe le secteur, pardon, peu importe le secteur, tu vas l'enlever, le chat qui a dans la gorge. Peu importe le secteur, on met Google, on fait une recherche sur Google, ChatGPT, Orlando, compagnie de gestion. Il va en sortir une trolley, comme on dit. La plupart du temps aussi sont cotés. Dans Google, sont cotés. Donc, il y a beaucoup de références. Et l'autre truc aussi, sur Airbnb, on peut aller voir les autres directement. On est capable de voir sur VRBO ou Airbnb si ce sont des compagnies de gestion. On peut voir s'ils sont bien cotés sur Airbnb. Donc, à ce moment-là, on peut communiquer avec eux directement pour leur demander des soumissions par rapport à l'actif à gérer. Mais que ce soit Fort Lauderdale, sur la côte ouest, Orlando, moi, je trouve que c'est la façon de fonctionner pour trouver une compagnie de gestion très facile. Oui, puis pour les Airbnb, là, il y a des endroits que c'est de plus en plus difficile de pouvoir acheter une résidence ou un condo puis de le louer 7 jours ou moins. Donc, il faut faire, quand vous allez acheter, là, assurez-vous là, avec votre agent, là, 2 fois, là, lui demander de vérifier puis vous sortir les règlements de l'association ou du Homeowner Association pour être certain que là, vous n'achetez pas quelque chose puis là, finalement, c'est plus ça. Puis là, vous aviez fait vos chiffres pour la location à court terme. Là, ça ne marche plus. Ce qu'on va voir beaucoup, c'est de la location 1 mois. Hein? S'il n'y a pas du Airbnb, ben peut-être c'est 1 mois, 12 fois par année. Donc, 1 mois, ça peut être très bien. Souvent, ça va être loué pour l'hiver pendant 3-4 mois. Donc, faites vos devoirs là, avant de mettre votre signature là, sur une propriété. Là. Justement, tu parles de location, de rentabilité, tout ça. Il y avait Lucie Rousseau qui demandait le taux d'absentéisme, donc le taux de vacances, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Le taux de vacances, on n'est pas toujours loué. Donc, toi, Nicolas, ça se passe comment de ton bord? Puis peut-être Daniel pourra y aller du côté ouest par la suite. Okay. Sur la côte est, à Fort Lauderdale, là, je connais un taux d'occupation entre 68 et 72 % la dernière année pour les maisons. OK. Ouais. Anna Maria, c'était autour de 74 % de taux d'occupation. Donc, en bon investisseur, on ne va pas penser que c'est tout le temps loué. Donc, mettons, à 25 % de vacances pourrait faire du sens dans un scénario réaliste. Là, tu sais. Ouais. OK. Excellent. Puis ça, c'est pour quel genre d'immeuble ou quel genre d'investissement? On peut-tu faire un petit topo là, des types d'investissements qu'on peut retrouver en Floride, côte ouest, évidemment. Il y a de la maison, des condos, plein de trucs.
les pour et les contre de chacun, mettons? Moi, dans mon cas, c'est des maisons, comme tu sais, c'est quand même des grandes maisons qu'on soit des groupes, 6 chambres et plus. Donc, on parle de 14 personnes, de 14 à 22 personnes. Il y a beaucoup de collègues qui ont même déjà suivi la formation, qui ont acheté des condos de 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, qui vont louer à des plus petits groupes. Et puis, donc, le taux d'occupation pour ces gens-là, je crois, la dernière personne à qui j'ai parlé, ça tournait à peu près aux alentours de 68-70% également. Donc, on est à peu près dans les mêmes chiffres. OK, mais on est mettons, d'y aller avec des condos, des maisons. Tu sais, qu'est-ce que vous privilégiez, mettons? Peut-être qu'à Côte-Ouest, il y a un type de propriété, j'imagine, c'est à Côte-Ouest qui est très populaire. Là. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a pour tous les budgets. Je sais que Nicolas, c'est d'après la description de ce qui vient de nous décrire, de nous dire, puis les photos que j'ai vues, c'est des belles grosses maisons. C'est vraiment un produit niche que moi, je considère niche versus la grande majorité des investisseurs qui vont s'acheter plutôt un condo ou 2 condos parce que ça se loue bien. Puis les gens, la tranche de tarte est plus large à louer à 3 000 $ par mois que de louer peut-être à 10 ou 12 000 $. Tu sais, je pense qu'on a accès à plus de clients lorsqu'on loue un peu moins cher. Donc, si on achète, exemple, un condo à 275 000, on n'a pas investi une grosse somme, là. Donc, on peut avoir plus de jeux, tu sais, pour s'il y a un peu plus de vacants ou si, bon. Alors, mais il y en a pour tous les prix, là, pour tous les prix. À partir dans les condos pour investissement, je dirais à partir de 200 000 $ jusqu'à la maison d'1,5, 2 millions, tu sais. Donc, peut-être plus réaliste pour un débutant, quelqu'un qui débute, qui ne connaît pas encore l'immobilier de la Floride, peut-être se lancer sur une grosse maison à 3 millions comme Nicolas fait présentement. Mais peut-être que pour débuter, ça pourrait être plus accessible, moins risqué aussi. Donc, le risque est peut-être plus faible dans une petite condo. Maison mobile, peut-être aussi. Je ne sais pas si Côte-Ouest, c'est de la maison mobile. Non. Non? Parce que les gens pourraient être tentés d'aller dans la maison mobile, mais je ne suis pas sûr que dans les ouragans, ça se passe bien, tout ça. Écoutez, c'est parce que les maisons mobiles qui ont un terrain, là, et on ne veut pas acheter une maison mobile où on loue, où on est juste locataire, parce que là, on est comme dans un camping. Bon, on peut se faire sortir n'importe quand, entre guillemets, si quelqu'un achète le parc. Là. On a vu ça sur la côte Est. Donc, lorsqu'on achète un terrain, puis on achète une maison mobile, c'est pour le même prix, vous allez avoir un condo. Alors, moi, c'est sûr que je vais favoriser une construction en béton avec beaucoup de services, qui n'est pas nécessairement dans un 55 ans et plus. La plupart des parcs de maisons mobiles ou de maisons préfabriquées sont des parcs de 55 ans et plus. Fait que là, on vient de se couper une clientèle parce que là on ne peut pas avoir le marché 35, 45 ans, 50 ans, 55 ans, en bas de 55, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes, je trouve, là, de jeunes là, entre 30 et 45 qui viennent en Floride maintenant. Avec leur... Donc, excellent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Nicolas? Non. Non, OK. C'est assez complet. La prochaine, je vais quand même me risquer de la prendre, puis tu verras ce que tu fais avec, Nicolas. Mais il y a Dan Nos, midi 18, les implications fiscales. Tu sais, la fiscalité, je sais que tu n'es pas fiscaliste, mais tu as quand même une bonne notion. La fiscalité américaine, canadienne, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Premièrement, puis je vais profiter de l'occasion pour, je vais prendre la balle au bon. Dans la semaine, on va avoir un fiscaliste qui va être là la journée de vendredi. Donc, qui va venir nous expliquer un peu c'est quoi les façons de détenir un actif en Floride ou un condo selon les situations et c'est quoi les impacts fiscaux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la question est par rapport à l'impôt. Moi, dans mon cas, on fait une déclaration américaine. Une fois qu'on a la déclaration américaine, on la donne au comptable canadien pour faire la déclaration canadienne qui tient compte de la déclaration américaine et le tour est joué. Et ce qui est le fun avec le Canada, c'est que le Canada, dans la plupart des structures, considère l'impôt qu'on paye aux États-Unis. Donc, on n'a pas de double imposition. Ça, c'est très important. Il y a des gens, des fois, qui peuvent penser qu'on a une double imposition. Non.
ce qu'on a payé aux États-Unis, on ne le repaye pas au Canada. Donc, c'est crédité. Donc, voilà. Puis pour la vente d'un condo, là, monsieur, je pense, disait de vendre, il veut vendre son condo à 120 000. Lorsque vous faites une vente d'un bien immobilier en Floride, vous allez être assujetti comme résident québécois canadien à une loi qui s'appelle FIRPTA, F-I-R-P-T-A. Ça veut dire Foreign Investment in Real Property Tax. Donc, en gros, sans tomber là-dessus, le fiscaliste va vous répondre là-dessus, c'est que si votre condo, parce que j'aimerais ça répondre à monsieur Danos, en bas de 300 000 premièrement, vous allez devoir remplir un rapport d'impôt au Québec et aux États-Unis pour la vente de votre condo. Et là, vous allez être, si votre condo est en haut de 300 000, il va y avoir une retenue automatique, une retenue sur votre condo, 10, 15, 20 %. Ça, c'est à voir avec votre compagnie de titre. Si c'est en bas de 300 000 et la personne qui l'achète peut signer un document qui garantit qu'ils vont vivre là 6 mois par année, donc comme résident principal, à ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir une extension. Ils ne prendront pas de sous tout de suite si c'est en bas de 300 000. Mais vous allez devoir remplir votre déclaration d'impôt. Et là, si vous avez fait un profit, donc si monsieur a payé il vend 120 000, si vous avez payé 80 000, puis vous n'avez pas mis une scène dedans, puis vous avez eu un bénéfice de 40 000 vous allez être imposé sur 40 000 Donc, en gros, c'est ça. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que je ne peux pas donner de conseils fiscaux, mais ça, je peux vous le dire parce que c'est de l'information qui est disponible sur Internet. Et donc, grosso modo, c'est ça. Et on aura la chance d'avoir le fiscaliste lors de la semaine et on va profiter de l'occasion pour en parler de cette semaine-là qui va avoir lieu du 10 au 14 novembre prochain sur la Côte-Ouest. Nicolas sera l'animateur toute la semaine. Daniel sera là aussi avec nous. Il y aura d'autres experts. Donc, j'aimerais peut-être, Nicolas, que tu nous parles de cette semaine-là qui s'en vient à grands pas. Là, ça fait quand même un petit bout qu'on prépare ça, mais là, dans un mois et demi, on décolle. Ouais. Donc, je t'écoute. Hey, écoute, c'est ça, c'est du 10 au 14 novembre. On va avoir bien du fun sur la Côte-Ouest. C'est la première fois qu'on fait ça sur la Côte-Ouest pour aller découvrir un coin que les Québécois connaissent un peu moins. Et même moi, d'ailleurs, je vais aller dans des endroits comme on l'a dit tout à l'heure, Anna Maria, j'ai pas vu ça encore. J'ai fait du vélo pour me rendre jusque-là, mais je me suis pas rendu. Donc là, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Sarasota aussi, qu'on va découvrir avec Daniel. Donc, je vais animer la première journée. On a plusieurs conférenciers qui sont super intéressants, un peu comme à chaque année. Mais après ça, on passe en mode découverte avec Daniel. On se promène en autobus à travers des villes, Sarasota, Saint-Pétersbourg, d'autres coins. Et le vendredi, on revient avec le fiscaliste. Pour finir la journée. On a franchement, ça va être une belle semaine. J'ai aussi encore cette année Maëva, qui est une courtière à Orlando, qui va venir nous parler du marché à Orlando. Mais en plus de ça, ce que j'aime de cette personne-là, c'est qu'elle est investisseur immobilier et elle a beaucoup de projets très créatifs au niveau d'Orlando en location court terme, des fermes, des maisons dans les arbres. Donc, elle va venir nous parler de ça. C'est assez créatif. J'adore ça. Et puis, il y a Lourdes Maestres qui va venir nous parler du marché de Fort Lauderdale et de Pompano, donc la côte Est. Et puis, également, on va avoir Daniel en après-midi qui va nous présenter un peu les actifs. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la semaine? Quel genre d'actifs qu'on va aller visiter à Sarasota, Anna Maria, Saint-Pétersbourg, donc un peu toute la région là, de la côte ouest. Et là, j'en oublie, il y a aussi, on a une courtière hypothécaire. Donc, ce ne sera pas une banque, mais une courtière hypothécaire qui va venir nous jaser de financement, comment est-ce qu'on peut se financer en Floride avec les termes et tout. Donc, voilà. Donc, ça. Moi, je trouve ça complet. Là, j'ai l'horaire ici, mais je ne vous la montrerai pas. Mais tu sais, on va parler aussi d'assurance en Floride. C'est toujours la grande question. Comment ça coûte? Les ouragans, qu'est-ce qui se passe? On va avoir les réponses de ça aussi. Puis ce que j'adore de ce programme-là, même à Miami, mais on dirait encore plus sur la côte ouest cette année, c'est qu'on va avoir un beau mélange de tourisme et de cours, pas de cours, mais de sessions d'information qui va couvrir à peu près tout
que vous devez savoir pour investir en Floride. On a une journée, entre autres, le mardi. Là. Le mardi, là, c'est tout le monde en shorts puis en sandales parce que là, on va aller visiter les plus belles plages de la Floride. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça, là, je ne vous fais pas un speech de vente. Vous allez voir vous-même les plus belles plages de la Floride. On va aller avoir un repas 2 fois sur une île, l'île d'Anna Maria, dans des plus beaux restaurants de l'île d'Anna Maria, sur la plage, les pieds dans le sable. On va découvrir des endroits, vous allez vous gratter. Ceux qui ne sont jamais venus, là, vous allez, puis vous connaissez la côte Est, là, vous allez vous gratter la tête en disant My God, je ne savais pas. Je ne pensais jamais que c'était beau comme ça. Fait que c'est vraiment, je dis souvent, c'est le feeling un peu des Caraïbes qu'on retrouve sur la côte Ouest, sur les îles. Donc, c'est une semaine qu'il ne faut pas manquer. Si vous avez l'intention d'un jour d'investir en Floride, ben, c'est le temps de venir prendre l'information sur place en plus. Parce que c'est beau d'avoir une propriété en Floride, mais ce qui vend, ce n'est pas la maison. Là. À moins que ce soit une des maisons, Nicolas. Mais pour les autres, c'est l'endroit qui vend, c'est les plages. Pourquoi les gens vont venir sur la côte ouest? T'sais, pourquoi ils vont choisir ça? Bien là, vous allez le découvrir. On va vous faire, c'est seulement un survol, mais je pense que vous allez avoir une très bonne idée. On va aller manger aussi dans des secteurs avec le coucher du soleil. Là. Ah, ben oui, on n'a pas. On leur réserve encore plusieurs surprises, là, mais c'est sûr. Ouais. Cool. Ben, ça met l'eau à la bouche, puis j'ai bien hâte de ça. Ah oui. Est-ce que les invités peuvent nous dire pourquoi ils ont choisi la Floride plutôt qu'un autre État américain? Bon, on a parlé un petit peu tantôt. 1, c'est la température. 2, la proximité. 3, lorsqu'on va en Arizona ou au Texas, c'est loin. Il faut prendre l'avion, c'est loin. Puis là, c'est se baigner, c'est loin un petit peu. Il faut avoir une piscine. C'est pas la même ambiance. L'avantage avec, durant l'hiver, j'imagine, c'est ça la question. Durant l'été, ben là, on peut prendre n'importe quel autre État. Ça dépend de vos goûts. Mais donc, proximité, climat et mer. Puis, il ne faut pas oublier que les gens peuvent venir, les gens qui viennent passer un mois, là, mettons l'hiver ou 2 mois, on peut se taper une petite croisière. Tu sais, pour 1200, 1300 $, on part de Miami, on part de Fort Lauderdale, on part de Tampa, puis on peut se retrouver dans les Caraïbes. Donc, il y a une proximité, la côte ouest, la côte est, les Keys, Key West, les Caraïbes. C'est dur à battre, là. Et c'est pour ça que la Floride est populaire comme elle l'est. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Nicolas, lui, de son expérience d'investisseur, pourquoi la Floride? Pourquoi la Floride? Parce que la Floride, c'est un des endroits aux États-Unis qui a le plus de revenus touristiques. Donc, c'est vraiment, quand on veut avoir un projet en location touristique, c'est vraiment un État clé pour avoir des revenus au niveau touristique. La Floride apporte vraiment beaucoup de touristes. On parle de 7 à 10 milliards de retombées économiques en revenus de touristes juste pour la Floride. C'est énorme. Là. C'est énorme. 12h22, Pierre Landry, quelles sont les possibilités de financement pour projets de location à court terme en Floride? Est-ce que ça prend beaucoup de mise de fonds à prévoir? Mais là, c'est pour ça que les semaines de formation que le Club d'investisseurs immobiliers du Québec font, toutes ces réponses-là sont là. Donc, moi, je vous inviterais soit à vous inscrire à la semaine ou sinon vous informer là, auprès du club. Mais oui, du financement, il y a différentes façons de se financer avec une banque américaine, avec une banque canadienne qui a une succursale aux États-Unis, avec peut-être du financement privé. Donc, oui, il y a plusieurs. Puis des mises de fonds, ben, entre 20 et peut-être 35 %. Là. Ça m'amène un point, Nicolas. Là, qui va être là comme banque, en fait, pour financer des Québécois qui vont être là à la semaine, qui vont pouvoir poser des questions, les rencontrer, puis parler aussi peut-être du taux de change, parce que là, il a parlé de mise de fonds, Daniel. Donc, ouais. C'est quoi l'impact du taux de change sur les mises de fonds? Comment on peut sortir gagnant là-dedans aussi dans certains cas? Bien, la mise de fonds, dans le fond, ce qu'on a à sortir de notre poche, c'est la mise de fonds. Hein? Le reste, on peut se financer en dollars US aux États-Unis par une banque. La courtière hypothécaire qui va venir nous parler un peu de tous les prêteurs. Et également, il y a la NatBank, qui est une autre banque qui, elle, finance les Canadiens. On appelle, ça nous répond en français. Et puis, moi, j'ai un actif qui est financé avec la NatBank. J'en ai un qui est financé avec la Desjardins Bank également, qui finance les Canadiens. J'en ai un autre qui est financé avec la RBC Bank, donc une autre banque qui finance les Canadiens. Donc, financé en dollars US, revenu en dollars US, donc il n'y a pas d'impact de taux de change.
C'est la seule chose qui a un impact de taux de change, c'est la mise de fonds. La mise de fonds, je regardais le taux de change à 1,39. L'année passée, je me rappelle bien, on était à 1,49. Donc, on est déjà à 10 de moins. Donc, ce qui donne encore plus d'arguments pour le timing, l'effet de timing pour acheter. Je pense que c'est vraiment, encore là, je le répète, c'est un excellent moment, un excellent momentum pour acheter en Floride. Excellent, excellent. Ça fait le tour. On va vous laisser la chance de poser une dernière question à nos invités pendant qu'on fait les... Oui, Nicolas? J'ai une question passée. Il y a quelqu'un qui a demandé s'il reste de la place pour notre semaine en novembre. Ouais. Je sais que l'adresse, le site web pour aller s'inscrire est apparu aussi dans les commentaires. Donc oui, la réponse, c'est oui, il reste de la place. Je vous dirais que le nombre d'inscriptions augmente quand même assez rapidement. Donc, mais oui, la réponse, c'est oui, il reste de la place. Puis, est-ce qu'on peut dire qu'on a, sans dévoiler le nombre, que c'est très populaire cette année, qu'on a beaucoup de participants à date? Oui, on est le double. À date, on est le double qu'il y a 2 ans. Là. Que sur la côte. Oui, à pareille date, là, tu sais, ouais. C'est super. Moi, d'après moi, on va peut-être au moins, je te dirais, facilement une quarantaine. C'est parfait. Ouais, un beau groupe. Un beau groupe. J'ai vu une question passer à 12,25. Martin Sirois. Ouais. Puis je trouve que c'est une bonne question parce que la mission du club, c'est un peu ça, tu sais. J'imagine qu'il est préférable d'avoir déjà de bonnes notions et d'expérience en immobilier au Québec avant d'investir en Floride. Je peux vous laisser répondre à ça, là, mais je veux juste dire que moi, j'ai des clients qui n'ont jamais investi au Québec et qui tentent la chance. Donc, ils vont avec un petit investissement. Ils peuvent y aller à 2, hein, 2 frères ou bon, peu importe, en couple, peu importe. Et là, ils achètent un petit condo, quelque chose de 250, 300 000. Et là, ils font leur devoir, bien sûr. Puis là, ils se lancent. Puis souvent, ils vont donner ça à une compagnie de gestion. Donc, moi, je répondrais aussi, je bonifierais même par l'inverse, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'ai de l'expérience au Québec, fait que j'ai pas besoin de cours et de formation, je vais investir en immobilier en Floride, je connais ça. C'est 2 choses complètement différentes. Une erreur, en immobilier, ça coûte cher. Les bons coups sont payants, mais les erreurs peuvent coûter très cher. Donc, que vous ayez de l'expérience ou non, formez-vous avant d'aller investir là-bas, parce que la game est complètement différente. Puis Nicolas pourrait bonifier là-dessus. Très d'accord avec toi. Un truc permet de sauver des dizaines de mille de dollars. Donc, oui, l'important, c'est comme la semaine qu'on organise, c'est un beau coffre d'outils, justement, pour éviter des erreurs, d'avoir des trucs qui nous permettent de sauver beaucoup d'argent et d'avancer plus rapidement vers une rentabilité dans les projets et de bien choisir son actif et de pas de l'acheter et de ne pas l'acheter n'importe comment, les yeux fermés. Donc, je pense que oui, ça revient à ce que tu dis, Yvan. L'important, c'est de se former. Ce que j'aime beaucoup de cette semaine-là, justement, en parlant de formation, c'est au-delà de tous les gens qui vont être là pour donner de la formation, il y a aussi le réseautage entre investisseurs ou potentiels investisseurs où là, vous allez aussi, en jasant le soir, dans l'autobus, sur le bord de la mer, tu sais, partager vos expériences, puis vous donner des trucs, justement, pour vous rendre encore plus professionnel ou encore plus sur la coche, comme on dit, et plus... Donc, ça aussi, c'est bon. Puis, je sais que c'est déjà fait des alliances entre des gens qui ont investi ensemble, se sont connus là, puis là, ils décident d'aller en affaires ensemble. Donc, ce n'est pas seulement un volet, c'est vraiment plusieurs volets que cette semaine-là va apporter. Excellent. Très bien dit, très bien dit. Peut-être commencer avec Daniel, mot de la fin. Bon. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil ou truc ou à nous partager comme info? Bien, je pense qu'il faut garder, malgré tout ce qui se passe, il faut un peu enlever les émotions. Puis en affaires, bien, souvent, il faut enlever l'émotion pour garder juste les faits, puis les chiffres, puis les statistiques. Je pense que si vous regardez ça, vous allez vous rendre compte que la Floride est un endroit encore très actuel, très prometteur pour le futur, pour avoir un investissement ou pour vous acheter une maison pour vivre ici à l'année ou la louer quand vous n'êtes pas là. Et sur la côte ouest, là, je veux juste dire que vous pouvez avoir une maison pour neuve, flambant neuve, pour 350 400 000 $. Belle maison dans une grande communauté, avec comme dans un tout inclus. Je pense qu'à Montréal, on ne peut plus retrouver ça, une maison à 400 000 flambant neuve. Donc, il y a encore beaucoup de bennes à faire, puis je pense que ça vaut la peine d'investiguer ça.
Excellent. Merci, Daniel. Nous, on se revoit bientôt, dans un mois et demi. J'ai hâte de te revoir, toujours sympathique, dynamique et professionnel dans ton approche. Donc, merci d'avoir été là, Daniel. Nicolas. Bien, le mot de la fin, c'est comme je vous dis, on a un bel horaire pour la semaine du 10 au 14 novembre, puis c'est seulement ou presque une journée de classe. Le reste du temps, on va découvrir, on se promène en tourisme, on va découvrir les endroits, des actifs, puis on a une belle journée de libre aussi qui vous permet d'y aller à votre rythme, de relaxer un petit peu et de profiter de l'endroit. Donc, honnêtement, je pense qu'on va avoir un beau setup, une belle semaine, un beau voyage immobilier. Alors, on se dit à bientôt. Excellent. Hey, merci les boys d'avoir été là. Très généreux de votre part. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, donc le 6 octobre, lors du 208e épisode. On reçoit Caroline Gagnon, graduée du programme élite du club, donc certifiée CIQ, qui gère maintenant 300 logements à l'âge de 21 ans. Donc, elle a commencé avec nous à l'âge de 18 et elle chemine très, très bien. Donc, elle va nous parler, en fait, de comment bien débuter en immobilier. Donc, elle a un mindset quand même incroyable. Donc, Caroline, on a hâte de te rencontrer et de t'accueillir la semaine prochaine. Et ceux qui ne peuvent pas l'écouter ou le podcast ou qui voudraient le réécouter une deuxième, une troisième fois, comme aujourd'hui, ils voudraient reprendre le podcast, on est disponible sur la plupart des plateformes, donc Spotify, YouTube et tout ça. Donc, on peut les réécouter des fois en accéléré. Et voilà. Donc, idéalement, on est présent au lunch, on partage, on court la chance de gagner des prix, mais des fois, c'est pas possible de le faire. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine et je vous dirai là-dessus, go, go, go. Puis, bon investissement au Québec et en Floride avec Nicolas et Daniel et toute l'équipe qui sera là du 10 au 14 novembre prochain. Merci. Bye. Salut, merci. Salut.